avons le volume globulaire moyen, il faut retenir parce qu'on va en parler plusieurs fois. Nous avons la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine et la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine. Mais il y a également d'autres indices plaquettaires, notamment le VPM, qui est le volume plaquettaire moyen. Enfin, nous allons établir la différentielle leucocytaire qu'on appelle généralement formule leucocytaire. Donc c'est un peu ça, c'est que l'hémogramme sur le prélèvement. Donc le prélèvement, n'importe quel moment. Ça, c'est la règle générale. Mais il faudrait noter que pour des situations de contrôle, par exemple, un patient, comme là, je vis le malade Boyo, c'est un patient qu'on connaît déjà, pour lequel le diagnostic a déjà été établi. S'il faudrait contrôler l'hémogramme, l'hémoglobine, bon, c'est mieux de les faire à jeun, normalement un jeun de 6 heures, et les faire au repos. Ça veut dire, pour le patient hospitalisé, c'est plus facile. Hein? C'est un patient qui est habitué, qui est déjà au repos. Mais pour quelqu'un qui vient de la maison, il doit se reposer au moins 30 minutes avant qu'on fasse le prélèvement. Et si possible, il faudrait que le patient soit au repos, on l'a dit, et puis à jeun. Donc ce sont des éléments importants pour un patient qui vient pour le contrôle, pour avoir de bons résultats. Et les prélèvements, c'est fait par un sang veineux ou capillaire, souvent c'est chez les enfants, mais aussi chez certaines personnes qui ont de veines difficiles, on peut faire un sang capillaire. L'anticoagulant utilisé, c'est l'éthylène diamine tétraacétique acide, qu'on appelle EDTA. Et comme nous prélevons, surtout pour l'équipe infirmière, vous verrez qu'il y a quelque chose à l'intérieur, des gouttelettes, des liquides, c'est ça l'anticoagulant. Il faut retourner, les retournements très lents, vous faites 8 à 10 fois. Il ne faudrait pas agiter, parce que quand vous agitez, vous allez créer des hémolyses qui seront même à la base des erreurs de résultats. Et généralement, le délai qui est recommandé entre le prélèvement et la réalisation de l'analyse, c'est 2 heures. Il ne faut pas aller au-delà de 2 heures, sinon les résultats seront biaisés. Mais dans les cas où nous pouvons faire l'analyse après, on doit poser l'analyse, nous pouvons étaler les frottis sanguins directement après prélèvement et nous pouvons également conserver l'échantillon au réfrigérateur à 4 degrés pendant 24 heures. Et donc, au-delà de ça, les résultats ne seront pas dans le nord. Donc, nous en profitons pour présenter rapidement sur quelques tubes de prélèvement, des tubes à bouchon bleu que vous voyez là, des tubes bleus qui contiennent le citrate, qui est un anticoagulant. Et ces tubes vont être utilisés pour la réalisation de tests de coagulation. Donc, tout ce qui est des dimères, INER, TP, TCA, seront prélevés à l'aide de ces tubes. Mais vous verrez qu'au laboratoire, on n'a pas l'habitude de vous laisser prélever parce que c'est une analyse qui est très sensible. Par exemple, quand vous dépassez les remplissages des tubes, vous aurez des faux résultats. C'est-à-dire toutes les analyses de biochimie, urétria, ionogramme, tout ce que vous connaissez là, on ne va pas tout citer. Il y a la sérologie, les hormones, par sérologie, les hépatites, HIV, tout ça. Il y a vraiment une longue liste de ces examens. Donc, tout ce qui est biochimie peut se faire avec. Et avec ces tubes, il y a l'inconvénient également d'hémolyse, parce que ce sont des tubes qui ne contiennent rien du tout. Donc quand nous prélevons, il faudrait laisser reposer pour qu'il y ait rétraction du caillot avant de centrifuger. Et si la centrifugation s'est faite rapidement, il y a risque de créer des hémolyses qui peuvent même perturber les résultats, notamment le potassium, on peut avoir des fausses hypercalémies. Mais il y a également d'autres tubes, là je n'ai pas représenté ici, des tubes jaunes qui peuvent faire la même chose, qui sont beaucoup plus sécurisants. On va voir avec, comme Madame Perlin, on va voir comment on peut implémenter ces tubes également dans notre laboratoire. Ce sont des tubes avec gel qui permettent d'éviter ces hémolyses. Là, ce sont des tubes qui contiennent l'héparine de lithium. Et ce sont des tubes qui ont l'anticoagulant. Comme on l'a dit, il faudrait retourner. Quand il y a l'anticoagulant, il faut toujours retourner pour qu'il y ait homogénéisation avec le sang. Donc, quand on demande le gaz sanguin, c'est ces tubes qu'il faudrait prélever. Et toujours veiller au seuil ou à la limite des remplissages. L'ionogramme qui peut se faire avec ces tubes, l'ionogramme sanguin, la réserve alcaline, donc les bicarbonates peuvent également doser avec ces tubes. On a dit les retournements c'est 8 à 10, mais il ne faudrait pas agiter. Et c'est mieux de connaître aussi, ce sont les tubes pour la glycémie. Donc si vous allez doser la glycémie avec les spectrophotomètres, donc avec une machine, il est important de prélever avec les tubes gris et glucose, on risque d'avoir de faux résultats. Mais avec ces tubes, vous avez la possibilité de bien conserver votre glucose. Donc là, enfin, c'est notre tube que l'on va utiliser aujourd'hui pour réaliser l'hémogramme.
Donc on a dit les tubes EDTA, vous voyez la coloration, et tout le monde connaît, j'espère. Okay. Et de la même façon, le tube contient l'anticoagulant, il faut retourner. On a dit on retourne lentement, 8 à 10 fois, pour éviter l'hémolyse. Toujours respecter les remplissages parce qu'on a des soucis souvent avec les volumes. Comme on l'a expliqué avec le test de coagulation, c'est la même chose également avec l'hémoglobine. Donc quand les sangs est trop bas, la limite est trop basse, il y a risque de dilution. Il y aura beaucoup d'anticoagulants, on peut avoir de fausses anémies. De même, quand vous avez les tubes trop remplis jusqu'au fond là-bas, ce n'est pas bon. Il faut respecter le trait de remplissage. Donc, en dehors de l'hémogramme, les tubes mauve, lavande ou rose peuvent être utilisés également pour la réalisation de la vitesse de sédimentation, l'hémoglobine glyquée, le coupage sanguin, les tests de pouces et j'en passe. On peut maintenant revenir. Hein? On revient à l'hémogramme. Donc, on parlait de l'hémogramme, on disait que c'était l'analyse quantitative et qualitative des éléments du sang. Quels sont ces éléments du sang? C'est le globule blanc, le globule rouge, les plaquettes. On a énuméré également les autres, l'hémoglobine, hématocrite et les constantes. Au fait, on aimerait aussi dire un mot sur l'historique. Au fait, dans le temps, il n'y avait pas des automates. L'hémogramme se faisait de façon totalement manuelle. Et vous verrez qu'au début du siècle dernier, la numération formée sanguine ou l'hémogramme, c'est la même chose. Hein? Numération formée sanguine ou hémogramme, ça veut dire la même chose. C'est fait exclusivement manuellement. Donc tout, on fait l'hémoglobine, on faisait avec la méthode de Sally, les cellules avec des cellules qu'on appelle cellules hématimétriques pour faire la lecture au microscope. C'est en 1932 que M. Maxwell Winthrop va pouvoir introduire avec des calculs les indices érythrocytaires. Et ces indices-là concernaient plus le VGM, on en a parlé, le VGM qui permettait de pouvoir classifier des anomalies des globules rouges. Ensuite, en 1960, il y aura l'apparition de premiers compteurs, donc de premiers automates qui vont nous permettre juste d'avoir la taille des globules rouges, les globules blancs, globules rouges. Ensuite, en 1970, il y aura beaucoup de progrès qui feront en sorte qu'on ait la quantification automatisée des plaquettes. C'est qu'en 1970 et à la fin, durant la même décennie et à la fin de cette année, de cette décennie, nous avons eu la possibilité d'avoir des automates que nous avons aujourd'hui avec impédance qui peuvent aussi faire le réticulocyte. Donc, Madame Perrin, nous en profitons pour demander également un automate qui peut faire aussi le réticulocyte. Donc, avec tout ce que nous venons de dire, vous pouvez comprendre avec moi que l'hémogramme se faisait totalement manuellement, totalement, à l'époque. Et puis, il y a eu des avancées, des technologies qui a fait que la technique soit automatisée. Et donc, nous pouvons dire, en gros, que l'hémogramme égale microscope plus automate. C'est important de retenir parce que, autant performant qu'il soit, l'automate ne peut pas tout résoudre. Il y a des limites que la microscopie doit gérer. Vous les verrez avec moi dans la suite. Et là, j'ai juste voulu vous enlever un peu, quand vous êtes trop concentrés. Donc, c'est un frottis sanguin périphérique au microscope à l'objectif 100. Donc, c'est ce que nous voyons tous les jours. Là, vous avez le globule rouge. Ce sont les globules rouges. Tout ce que vous voyez là, ce sont le rouge. Et ce sont les cellules les plus importantes en nombre dans les sangs. Toutes les grandes cellules que vous voyez là, ce sont des globules blancs et qui sont déjà différenciés. Là, vous avez les neutrophiles. En bas, ce sont les basophiles qui sont vraiment très rares. Il y a des gens qui ont fait 10 ans au laboratoire qui n'ont jamais vu des basophiles. C'est vraiment très rare de les voir au microscope. En haut, là-bas, ce sont de lymphocytes. À côté, la cellule orangée, là, c'est l'éosinophiles. Et en bas, c'est la grande cellule, c'est le monocyte. Donc, c'est ce que nous voyons au microscope. Hein? Donc, un jour, vous pouvez passer, qu'on vous fasse comme ça. Chers amis, donc, pour continuer, nous sommes dit que nous avons quelques objectifs pour poursuivre notre sujet qui est l'interprétation sur l'hémogramme. Les principales indications de l'hémogramme. À la fin d'ici, moi j'aimerais que chacun, surtout les infirmiers, soit en mesure de nous dire que devant tel cas, on va indiquer l'hémogramme. Donc vous avez demandé, vous avez des résultats. Avant même de présenter au médecin, j'aimerais que vous soyez à mesure de nous dire que, ah, il y a anémie, hein. On peut déjà dire au médecin qu'il y a une anémie normocytaire, normochrome. Vous pouvez même demander déjà les réticulocytes avant que le médecin ne vienne, ça va?
Et enfin, il faudrait justifier votre démarche diagnostique si nécessaire. Bon, là, c'est vraiment avec les tons. Et ce qu'il faudrait retenir des indications des hémogrammes, c'est que les indications sont tellement nombreuses. Et c'est vraiment difficile à standardiser. Il faudrait également retenir que ces indications dépassent largement le cadre des pathologies et hématologies. Donc, il ne faudrait pas dire comme c'est une analyse d'hématologie, on ne fait que quand il y a des problèmes d'hématologie. Non, ça va en dehors de toutes les pathologies d'hématologie. Et je me rappelle, il y a une dame qui disait toujours, si tu veux avoir une idée sur l'état du malade, commence d'abord par l'hémogramme. Et ça, c'est vrai. L'hémogramme va nous ouvrir beaucoup de brèches. Et nous avons essayé de le classifier. Bien que c'est difficile, on a quand même essayé. Et on a commencé par les indications devant les signes qui évoquent une diminution d'une ou de plusieurs lignées sanguines. Comme on a dit, ça va toujours de la définition. On a dit c'est l'analyse des cellules sanguines. Donc, devant signe de diminution d'une ou de plusieurs lignées cellulaires, on va demander l'hémogramme. C'est tout ça, donc c'est un trouble de la lignée plaquettaire. Devant un syndrome infectieux, surtout quand c'est inexpliqué, vous savez, par un patient qui revient tout le temps avec de fièvre, les résultats de la CRP est toujours normal, il faudrait vraiment faire l'hémogramme. En dehors de ça, comme on l'a dit, l'hémogramme va largement au-delà des pathologies hématologiques en cas d'atteinte générale, de l'état général. Vous avez quelqu'un qui vient en asthénie, toujours fatigué, anorexie, amaigrissement et tout, il faudrait demander l'hémogramme. Et sur ce, je penserais même que ça soit parmi les analyses des routines. Heureusement, chez nous, on a déjà franchi les caps. En tout cas, quand quelqu'un vient, on demande directement l'hémogramme. Mais ailleurs, il y a des endroits où nous sommes passés, ils font que le globule va l'hémoglobine. Donc là, ça ne sert à rien. Deuxièmement, devant les signes qui évoquent une élévation d'une ou de plusieurs lignées sanguines, c'est juste l'inverse. Quand vous suspectez que les lignées érythrocytaires, plaquettaires et que les leucocytaires sont élevés, il faudrait demander également l'hémogramme. Donc, mais également, dans toutes les situations systémiques, on l'a déjà évoqué, mais on peut signaler que pendant la grossesse, toutes les fois que la femme vient à l'hôpital pour une consultation prénatale, il faudrait demander l'hémogramme. En médecine de travail, nous qui travaillons, on va pour un test, pour un checking et tout, il faudrait faire l'hémogramme. Nous avons également dans les dépistages, un patient qui vient pour un dépistage, il veut avoir une idée sur son état de santé, il faudrait demander l'hémogramme. Les bilans pré-op, pré-thérapeutiques, etc. Et nous avons mis cette phrase en exergue pour dire qu'il est important de faire la numération en formule sanguine avant tout traitement. C'est important. Pourquoi? Parce que quand vous avez déjà commencé à donner, vous suspectez une anémie, vous commencez déjà à donner les fer, vous commencez déjà à donner la vitamine, tout ça, vous allez biaiser l'interprétation de résultats. C'est mieux de commencer d'abord par faire l'hémogramme, sur base de l'hémogramme, on peut avancer. C'est important, surtout M. Félix. Quand il prescrit chez lui là-bas au coin, on l'appelle docteur, il va te bombarder les fers. Nous allons parler ensuite des réticulocytes, parce que depuis qu'on a commencé, on n'en a pas parlé, comme ça fera aussi partie de notre suite. Nous voulons dire que les réticulocytes constituent un examen complémentaire de l'hémogramme. Donc, ce n'est pas chez tout patient qu'il est important de demander les réticulocytes. C'est pourquoi on l'appelle examen complémentaire. Et les réticulocytes seront demandés en cas d'anémie. Ça, c'est la deuxième condition, en cas d'anémie. L'interprétation des réticulocytes, comme pour tout ce que nous verrons à la suite, sera faite de façon... L'interprétation sera faite en valeur absolue et non en pourcentage. Donc, chers amis, il ne faudrait pas se limiter à dire réticulocytes. On m'a dit 1,5%, ça ne veut rien dire. Il faudrait interpréter, ça on va faire un exercice en fonction du nombre de globules rouges. Et enfin, nous avons, donc on a dit qu'on ne fait pas ça systématique, ça dépend des hémogrammes, des résultats d'hémogramme. Là, nous avons essayé également de vous distraire avec cette image qui représente l'image des réticulocytes au microscope, toujours à l'objectif 100. Donc, vous voyez le réticulocyte qui est là. La différence avec le globule rouge, vous pouvez voir avec moi, c'est juste la présence des inclusions cytoplasmiques. Et c'est même la définition du réticulocyte. C'est un globule rouge jeune, mais qui préserve encore les résidus intracytoplasmiques. Donc, après érythroblaste acidophile, nous avons le réticulocyte. Et généralement, pour définir une anémie régénérative, bon, pour dire soi-disant valeur normale des réticulocytes en cas d'anémie, il faut avoir plus de 150 000 réticulocytes par millimètre cube. Je n'ai pas dit des pourcentages, j'ai dit 150 000.
Mais dans nos milieux, on va jusqu'à 120 000. Donc, il faut aller au-delà des 120 000 pour dire que l'anémie est régénérative. Ah, l'hémogramme, c'est tellement compliqué, hein? Beaucoup de choses avant l'interprétation. Donc, nous avons maintenant les préalables. Pour interpréter l'hémogramme, il y a des préalables. Donc, ce n'est pas comme tu as un paramètre directement, tu conclus. Il faut avoir des préalables. Et parmi ces préalables, nous avons ces facteurs. Donc, il faudrait d'abord maîtriser qu'il y a des variations physiologiques de l'hémogramme. Et pour interpréter l'hémogramme, le taux d'hémoglobine, par exemple, dépend, donc la lignée rouge, va dépendre du sexe du malade, de l'âge, mais également de certains états comme l'état de grossesse. Donc, pour dire, quand nous disons ça, c'est juste pour dire que quand vous demandez l'hémogramme, vous devez connaître l'âge et le sexe de votre patient. Et certains états, une dame qui est enceinte, et pourquoi pas demander la date des dernières années? C'est pas mal, en tant que médecin, pour avoir beaucoup de précision. Pour la numération de leucocytes, il y a également la variation selon l'âge. Donc, vous devez connaître l'âge. L'âge, ce n'est pas une année et demie, non. Vous devez connaître les mois, si possible, la date de naissance, c'est mieux. Mais également la grossesse qui entraîne une légère leucocytose. Nous avons également la numération de plaquettes. La numération, elle varie rarement, mais c'est plus pendant la grossesse qu'il y a souvent une élévation modérée des plaquettes. Mais il y a également d'autres facteurs que vous voyez là. Donc, le tabagisme, l'alcoolisme. Ah, je sens qu'il y a beaucoup d'alcooliques ici. Mais on va quand même en parler. L'alcoolisme également va perturber l'hémogramme. Et on insiste. Il y a l'exercice physique. Donc, on a dit quand un malade vient pour le prélèvement, maman infirmière, maman Cécile, ne venez pas rapidement. Urgence, urgence, venez pour l'événement. Non. Le malade doit aussi se reposer parce que ça peut être une cause d'une hyperleucocytose. Donc, ça aussi, c'est un élément qui peut perturber notre hémogramme. Enfin, nous disons qu'il y a beaucoup de variations. Il y a les prélèvements, par exemple, lui-même. On a déjà cité quelques éléments. Il y a le garrot, nous avons la nature. Quand vous prélevez dans un mauvais tube, un anticoagulant comme le citrate, vous n'aurez pas de bons résultats. Il faudrait également retenir qu'il y a certaines situations où l'EDTA peut entraîner des agrégats. Dans ces cas-là, on peut avoir de fausses thrombopénies. Ce sont des cas qui sont beaucoup plus fréquents. Et là, on étale les frottis sanguins pour rechercher ces agrégats et exclure une fausse thrombopénie. L'hémolyse, on en a parlé. Nous avons également la présence des micro-caillots avec, quand il y a des patients à des thromboses. On peut avoir des micro-caillots dans les tubes qui peuvent être même visibles. Il y a l'hyperlipidémie. Ça, c'est important à retenir parce qu'un patient qui a beaucoup de cholestérol dans le sang, le dosage de l'hémoglobine, c'est fait par spectrophotométrie. Donc, vous entendrez spectre et photo, c'est la lumière. Donc, quand la lumière traverse, les lipides là, vont constituer une élévation de l'intensité de la lumière. Donc, ça sera une fausse élévation de l'hémoglobine. Il y a la présence des immunoglobulines, donc cryoglobulines, qui peuvent également entraîner des fausses leucocytoses. Il y a les agglutinines froides qui peuvent également perturber les résultats. Il y a tellement de choses, hein. Donc, on va dire il y a aussi les érythroblastes, la présence des érythroblastes. Les érythroblastes, ce sont des globules rouges jeunes, immatures. Ce sont des cellules de la lignée rouge immatures. Et donc, quand ils se retrouvent au niveau du sang, ce sont des cellules nucléaires. L'automate va les considérer comme des globules blancs. Et même manuellement, quand on fait les comptes, vous allez les considérer comme des globules blancs. Lui, il faudrait corriger, et là, il faudrait faire un étalement sanguin pour pouvoir exclure cette fausse hyperleucocytose. Donc, on a déjà étalé ces différentes variations. Mais il faudrait également noter qu'il y a une certaine neutropénie ethnique chez les sujets noirs. Donc, chez les noirs, généralement, on peut avoir des patients qui ont des globules blancs à 2600 par mètre cube, mais qui n'ont aucun problème. C'est juste lié à l'ethnie. Et donc, nous allons, toujours dans les préalables, il faudrait connaître les valeurs. Parce qu'avant d'interpréter une analyse, vous devez avoir des valeurs. Là, nous avons essayé de répondre des valeurs moyennes parce qu'il y a tellement de variations selon les études, mais nous avons pris quand même des valeurs moyennes en fonction de l'âge, du sexe. Là, vous avez la lignée rouge, donc les perturbations de la lignée rouge. Mais donc, pour dire un mot déjà, quand vous avez des valeurs basses d'hémoglobine, donc c'est une anémie. Quand vous avez des valeurs basses des VGM, vous avez une anémie qui est microcytaire. Quand le VGM est normal, c'est normocytaire. Quand il est élevé, c'est une macrocytose. Le TCMH et le CCMH décrivent une microcytose, l'hypochromie. C'est par rapport à la teneur ou la concentration de l'hémoglobine dans le globule rouge.
Et là, nous avons la lignée leucocytaire. Nous avons également repris en fonction de l'âge. Là, vous verrez qu'il y a beaucoup de variations. Vraiment, vous voyez là les nouveau-nés, vous voyez les nourrissons de 1 à 6 mois. Il y a vraiment des variations importantes. Ensuite, il y a les plaquettes. Les plaquettes qui ne varient pas. Vous avez la même valeur. Et donc, là, nous commençons l'interprétation proprement dite. Et nous commençons par les globules rouges. Comme on a dit, il faudrait réfléchir de la même façon. Soit il y a une élévation ou une baisse des éléments sanguins. Donc même pour les pathologies des cellules, on commence par les globules rouges. On va commencer par la diminution et l'élévation. Mais il est important de connaître cet élément ici. On a déjà parlé de ça, vous avez vu. Mais il y a la deuxième dia qui nous dit beaucoup plus. Donc, à l'état normal, c'est ce que nous venons de dire. Donc, il y a 45 et 55% plasma et éléments cellulaires. Mais au cas où il y a une hémorragie maintenant, là, un patient qui connaît un ATR ici, qui fait qu'il y a une hémorragie, vous venez doser l'hémoglobine, vous serez vraiment déçu. Parce que l'hémoglobine sera normale. Ce sera l'hémoglobine du patient. Pourquoi? Parce qu'il aura perdu le sang total. Vous voyez, c'est vide là. C'est vraiment... Il a perdu autant de plasma que de cellules. Donc, sur le plan de laboratoire, l'anémie ne va pas se sentir à la première heure. Ça sera à 24 heures après que vous constatez maintenant que l'hémoglobine et la partie des cellules, les kilos, a diminué par rapport à la partie supérieure. Et là, c'est alors après 24 heures que vous aurez la vraie hémoglobine après ces traumatismes. Pourquoi? Parce que le fait ici, il n'y a pas eu encore réparation par rapport au volume plasmatique. 24 heures après la réparation plasmatique, l'hémoglobine va baisser et c'est un jour après. Donc, en cas d'hémorragie, la première hémoglobine n'est pas mauvaise, c'est pour connaître l'hémoglobine de départ du patient et ensuite vous allez refaire un jour après pour avoir beaucoup plus de précision. Et là, nous avons également le cas de dilution, hémodilution. Souvent, c'est en cas de plus un patient qui est surchargé, qui a des épanchements et tout, on va avoir également de fausses anémies. Enfin, nous avons l'hémoconcentration. Là, vous avez un patient qui est déshydraté, qui a perdu assez de liquide, et donc le volume plasmatique a diminué, mais vous avez votre partie cellulaire qui reste la même, et il y aura une hémoconcentration. Les valeurs seront élevées faussement. Et donc là, ce sont certaines situations que nous avons avec les automates. Donc, il faudrait noter que la TCMH est rarement élevée. Vous voyez, c'est souvent de valeur basse. Mais quand la TCMH est élevée, souvent c'est en cas d'anémie hémolytique. Quand il y a une hémolyse, la TCMH nous renseigne vers une hémolyse. De même la CCMH. Parce que généralement, par rapport à l'étymologie, par rapport à la façon de la description, quand vous avez une baisse des TCMH et CCMH, c'est une hypochromie. Mais quand vous avez une élévation, ça serait une hyperchromie. Mais l'hyperchromie n'existe pas. Et donc, le cas d'élévation sera plus lié à l'échantillon, une hémolyse. Mais également, la CCMH peut être élevée en cas de sphérocytose. Mais là, il faudrait étaler, faire un profil sanguin pour rechercher les sphérocytes et confirmer cela. Bon, nous allons résumer l'anémie avec ce tableau. Et là, donc, nous allons définir l'anémie lorsque l'hémoglobine est inférieure aux valeurs normales. Nous n'avons pas mis les valeurs parce que la définition dépend de l'âge, du sexe et de certains états. Et donc, une fois que vous avez l'hémoglobine basse, il faudrait bien étudier votre hémogramme. Nous allons voir le VG, qui est le volume globulaire moyen. Et c'est lorsqu'il est bas, donc inférieur à la normale, généralement, vous verrez que les TCMH et les CCMH peuvent également suivre. Et parmi ces deux marqueurs-là, la TCMH est beaucoup plus considérée que la CCMH. Pourquoi? Parce que la TCMH, elle, par définition, c'est la quantité d'hémoglobine dans le globule rouge, alors que la CCMH, c'est une quantité d'hémoglobine dans un volume donné de globules rouges. Avoir une carence martiale vraie. Donc là, quand vous faites votre fer sérique, votre ferritine, vous verrez que les valeurs seront effondrées. Mais il peut s'agir également des états qui sont, soit disons, mais ce sont des états inflammatoires, parce que vous aurez le fer qui est accaparé ou qui est récupéré par les macrophages dans les états inflammatoires. Et dans ces cas-là, vous avez les fers très bas, mais la ferritine sera élevée, parce que là, il y a un problème, il y a un processus inflammatoire. La ferritine sera élevée, mais vous pouvez également associer la CRP. La CRP, la vitesse de sédimentation, peuvent également être élevées.
Nous avons également d'autres situations, par exemple en cas de thalassémie. La thalassémie peut aussi être recherchée en cas d'anémie microcytaire. Enfin, nous avons également les anémies sidéroblastiques. Là, vous devez faire un myélogramme pour pouvoir confirmer. Mais quand le V-gène est normal, généralement les autres paramètres, les autres constantes sont également dans les normes. Et là, ça définit une anémie qui est normocytaire, normochrome. Vous verrez qu'ici, on n'a pas parlé des réticulocytes. Donc, en cas d'anémie microcytaire, les réticulocytes sont généralement normales élevés. Il n'y a pas de souci avec la régénération médullaire. C'est en cas d'anémie normocytaire, normochrome que nous allons faire la numération des réticulocytes. Et une fois que nous faisons la numération, nous revenons à notre valeur de référence qu'on a dit. Donc, si les réticulocytes sont élevés, c'est-à-dire supérieurs à 120 000 par mètre cube, c'est une anémie qui est régénérative. Et dans ces cas, voici les causes, les étiologies de cette anémie. Généralement, ce sont des cas d'hémorragie, ce sont des cas d'hyperhémolyse. Et là, en cas d'hyperhémolyse, vous pouvez faire même un frottis sanguin périphérique qui va vous aider à voir les globules blancs qui sont déchiquetés en forme de squigeontes. Là, vous verrez vraiment que c'est comme des squigeontes qui sont là. Et lorsque les réticulocytes sont bas, généralement, il y a deux situations. Premièrement, il faudrait d'abord exclure une atteinte rénale, une atteinte thyroïdienne. Donc, vous faites urécréa, vous faites la T3, T4, TSH. Mieux, vous faites la FT3, la FT4 pour avoir une bonne interprétation de la fonction thyroïdienne. Perdre la vie en pleine fonction médullaire. Et là, parmi les causes, on peut avoir une aplasie médullaire, on peut avoir une hypoplasie, on peut avoir un envahissement médullaire. On a dit que c'était une macrocytose, donc ça sera une anémie macrocytaire. Dans ces cas également, il faudrait faire la numération des réticulocytes. Lorsque les réticulocytes sont élevés, comme on l'a dit là-bas, c'est la même étiologie, souvent les hémorragies, les hyperhémolyses. Et vous aurez également une anémie arégénérative ou hyporégénérative, ça dépend des écoles. Là, vous avez les réticulocytes qui sont bas, dysplasiques. Et là, soit une carence en vitamine B12 ou en acide folique. Et enfin, l'alcoolisme chronique peut également entraîner une élévation de VG. C'est également important de connaître. Donc, je vois de ces éléments qui vont dire que lorsque vous avez une microcytose, une anémie microcytaire, on ne recherche pas les réticulocytes. Quand vous avez les anémies qui sont normaux et macrocytaires, c'est alors qu'on peut demander la numération de réticulocytes. Un élément à savoir, le drépanocytaire. Je vous donne un exemple. Le drépanocytaire se situe là. Donc, il y a une anémie, généralement normocytaire, normochrome, avec anémie régénérative. Et vous verrez dans son sang les drépanocytes au sang périphérique. Donc là, j'espère qu'on a fini avec l'anémie, qui est la diminution de la lignée rouge. Quant à l'élévation, nous avons la polyglobulie. Donc, quand vous êtes devant la polyglobulie, la définition c'est quoi? C'est une hémoglobine qui est élevée. Généralement, les hémoglobines et les hématocrites sont élevées par rapport aux valeurs normales. Et dans ces cas également, il faudrait bien interpréter les hémogrammes. Parce qu'avec ces cas-là, vous devez d'abord commencer par exclure les mots concentration, comme on l'a dit. Vous cherchez l'état de déshydratation, vous cherchez s'il y a une notion de brûlure et ainsi de suite. Un patient qui prend des diurétiques pendant longtemps, vous excluez d'abord ces causes. Ensuite, vous venez rechercher votre hémogramme. Généralement, la polyglobulie s'associe également à l'élévation de plaquettes, à l'élévation de globules rouges. Là, c'est la polyglobulie qui est vraie. Lorsqu'elle est vraie, vous allez rechercher, donc on est là, vous allez doser l'érythropoïétine. Donc, ce n'est pas toujours facile, hein, parce que le dosage, souvent, c'est également rechercher une mutation du facteur JAK-D. JAK-D, c'est une tyrosine kinase qui sert en cas de polyglobulie primitive. Mais également, lorsque le dosage de l'érythropoïétine est élevé, les valeurs sont élevées, il faudrait chercher d'autres pathologies, notamment des tumeurs. Plusieurs tumeurs dans l'organisme peuvent entraîner une sécrétion inappropriée de l'érythropoïétine, mais il y a également d'autres cas avec évaluation de la saturation de l'oxygène. Là, vous verrez qu'il y a le cas aussi de l'altitude qui intervient là. Mais sans oublier notre hémoconcentration. Ainsi de suite. Et par rapport à ces pathologies, bien que nous les étudions séparément, mais quand vous aurez des résultats, vous aurez la globalité, vous aurez tout un hémogramme, et vous verrez qu'ensemble, ça sera plus facile par rapport à notre façon de faire à l'étudier séparément. Donc ça, c'est juste pour des raisons didactiques. Et donc là, nous sommes au niveau de la lignée blanche, donc leucocytaire.
Nous avons le globule blanc. On va étudier selon les différentiels. On commence par les neutrophiles. Généralement, les neutrophiles s'élèvent à quel moment? Quand vous avez une élévation des neutrophiles, comme on l'a dit, l'interprétation c'est toujours en valeur absolue, toujours, pas en pourcentage. Nous, on ne parle même pas de pourcentage, c'est vraiment en valeur absolue. Donc, quand vous avez une élévation d'importance qui est modérée, par exemple 10 000 à 20 000, généralement ce sont des affections bénignes. Donc, vous avez des infections bactériennes, des syndromes inflammatoires, ainsi de suite. Mais quand l'élévation est supérieure à 20 000, déjà, une neutrophilie supérieure à 20 000, ça doit déjà vous inquiéter. Et dans ces cas, il faut demander un frottis sanguin. Donc, en fait, les frottis sanguins vont rechercher ces deux éléments. Premièrement, une myélémie. La myélémie, c'est quoi? C'est juste le passage des cellules immatures de la lignée leucocytaire dans les sangs. Parmi ces éléments, nous avons généralement les métamyélocytes, nous avons les myélocytes, les promyélocytes, les myéloblastes. Ces éléments, lorsqu'ils passent dans les sangs périphériques, nous permettent de déterminer l'aire des comptes, permet de définir la myélémie. Et donc, lorsque la myélémie est associée, nous allons également vérifier les pourcentages. Lorsque c'est une myélémie qui est faible, inférieure à 10%, généralement les infections sévères, en cas de sepsis, vous pouvez également avoir cet état de choses. Monocytose, donc, c'est compter les monocytes dans les sangs. Donc, quand nous allons compter les monocytes, si les monocytes sont élevés, c'est ce qu'on appelle, généralement, c'est un syndrome myélo-prolifératif. Et quand c'est supérieur à 2000, c'est un syndrome myélo-monocytaire. Et enfin, nous avons les origines réactionnelles. Vous voyez, il y en a tellement beaucoup. Hein. Donc, il y a le stress, il y a le nouveau-né qui a une neutrophilie qui est physiologique. Nous avons la grossesse qui est généralement légère. Nous avons l'exercice physique également, c'est léger, ce n'est pas aussi élevé. Nous avons certains médicaments qui peuvent également entraîner des neutrophilie, les intoxications alcooliques, le tabac. Mais il y a également les patients qui subissent une régénération médulaire après avoir eu des cas d'hémorragie, d'hémolyse, etc. Il n'y a pas assez de risques d'agir urgemment. Il faut bien asseoir votre diagnostic. Et parmi les étiologies, on a vu qu'il y a beaucoup d'étiologies. Il y a des étiologies qui sont bénignes, il y a des étiologies qui sont malignes. Mais il faudrait également exclure certains états physiologiques. Et là, nous avons l'inverse qui est la neutropénie. Donc, vous avez des valeurs basses des neutrophiles dans les sangs. Comme on l'a dit, donc, il faut toujours classifier. En présence d'une neutropénie, vous devez d'abord rechercher si c'est d'origine périphérique, d'origine, donc une pseudo-neutropénie ou liée à l'ethnie. Et enfin, penser à l'origine centrale. Comme on l'a dit, passez toujours des analyses non invasives vers les plus invasives. Donc, la pseudo-neutropénie ici, liée à la répartition de polynucléaires neutrophiles, vous verrez l'image. Généralement, les neutrophiles sont répartis dans le sang. Ils ne sont pas tous dans le sang. Il y a d'autres globules, pas seulement les neutrophiles, d'autres globules blancs qui sont à travers les tissus. C'est ça la répartition de globules. On appelle ça le pool marginal. Donc, il y a des neutrophiles qui vont se retrouver au niveau du pool marginal. Et il y a d'autres qui seront au niveau du sang. Et ce que nous dosons au laboratoire, ce sera les pouls sanguins, ceux qui se trouvent dans le sang. C'est ainsi qu'on a eu beaucoup de soucis. Il y a 2 fois, je me rappelle, il y a un professeur qui s'est fâché parce qu'il y avait un patient qui avait un sédiment urinaire perturbé, avec beaucoup de globules blancs dans les urines, supérieurs à 100. Une CRP très élevée, mais les globules blancs étaient autour de 3600. C'était dans les normes. Il nous a demandé comment expliquer. Donc, l'explication venait seulement de ça. Donc, les gens qui sont beaucoup exposés aux infections ont souvent leur coût marginal très élevé. C'est comme les noirs, hein? C'est la raison qu'on a pu évoquer, la race noire. Donc nous sommes des gens qui sont, nous sommes souvent en cas de guerre. C'est comme la RDC. Les militaires sont toujours au front. Ici, il n'y a pas de... Ils sont toujours au front parce qu'il y a tout le temps de problèmes. C'est la même chose avec la race noire. Donc nous avons tellement de problèmes. Le globule blanc doit aller toujours combattre et combattre et tout. Donc c'est la première cause. C'est ainsi qu'il faudrait également avoir une idée sur ce sujet. Et nous avons maintenant la lymphocytose, donc l'hyperlymphocytose. Généralement, quand il y a une hyperlymphocytose, d'emblée, il faut demander un frottis sanguin périphérique. Et dans ces cas-là, on va penser plus à une leucémie, parce que vous avez hyperlymphocytose avec présence des blastes. Et là, on peut suggérer un myelogramme. Et là, deuxièmement, on peut avoir de lymphocytes d'aspect normal. Donc, il n'y a pas de souci, juste une lymphocytose, mais sur le plan morphologique, il n'y a pas de souci. Et là, il faut voir si c'est
l'enfant, il faudrait rechercher certaines pathologies que vous voyez là, les infections oreilles, la coqueluche, etc. Mais chez l'adulte, il faudrait rechercher des maladies virales, les hépatites, Epstein-Barr virus, les infections bactériennes chroniques comme la syphilis, la tuberculose, les infections parasitaires comme la toxoplasmose. Et enfin, il faudrait voir s'il y a des atypies au niveau morphologique de lymphocytes. Parmi ces atypies, on peut avoir des petits lymphocytes. Généralement, dans ces cas, il faudrait rechercher des syndromes myéloprolifératifs ou quand vous avez de grands lymphocytes hyperbasophiles, là, il faudrait chercher, il faut évoquer souvent une mononucléosie avec certaines maladies comme la première infection au VIH, mais également la mononucléose infectieuse. Donc, en cas de l'hyperlymphocytose, il est important de faire l'interprétation en fonction de l'âge. Il faudrait savoir si ce sont de vrais lymphocytes ou il y a des atypies, donc on fait un frottis sanguin. Chercher, il faut savoir si c'est l'enfant ou c'est l'adulte. Et enfin, il y a des cas où quand il y a des syndromes myéloprolifératifs, on peut arriver également à l'immunophénotypage pour un diagnostic qui est beaucoup plus précis. Là, nous avons juste repris l'évolution de la lymphocytose avec l'âge. Vous verrez que les globules blancs, les lymphocytes commencent très élevés avec l'âge et vont diminuer progressivement. C'est important de revenir à notre tableau de valeurs de référence pour pouvoir assurer ces risques. Et là, nous avons la lymphopénie, comme on l'a dit, parmi les étiologies, c'est plus les VIH. Vous voyez, on a mis 3 croix. Donc, quand vous avez une lymphopénie qui persévère malgré les traitements, il faudrait rechercher une infection à VIH, mais également d'autres infections virales, notamment chez l'enfant. Ensuite, en présence de certaines maladies systémiques auto-immunes, nous avons également des étiologies congénitales chez l'enfant. Mais c'est toujours rare, il faut d'abord exclure les causes les plus plausibles avant d'aller aux causes congénitales. Et enfin, il y a certains cas d'insuffisance rénale chez les dialysés, mais également chez les patients qui subissent un traitement immunosuppresseur à les corticoïdes. Il faut faire attention. Prescrire les corticoïdes à n'importe quand, n'importe comment, peut également avoir des répercussions sur l'enfant. Mais nous avons également les causes idiopathiques. Donc là, c'est quand la médecine est fatiguée de chercher. Il y a les hyperéosinophilies. Généralement, c'est supérieur à 500 éléments par millimètre cube. Donc, ce n'est pas les pourcentages. Donc, vous avez 5% des neurophiles, vous les convertissez dans le globule blanc et vous avez plus de 500 éléments par millimètre cube. Vous pouvez penser aux maladies allergiques. Généralement, quand c'est entre 500 et 1000, il y a également les dosages d'IgE qui peuvent nous aider. Il y a également les infections parasitaires, surtout lorsque c'est très élevé. Nous avons vu des cas avec des patients avec des neutrophilies à 2000 dans les infections parasitaires, notamment les helminthiennes et ainsi de suite. Mais également les hémopathies. Donc, quand vous recherchez ces causes, les causes ne sont pas retrouvées. Vous pouvez avoir également des causes centrales. Nous avons également la monocytose, on en a parlé déjà, lorsqu'on a parlé des neutrophiles. Quant aux plaquettes, vous pouvez avoir l'élévation de plaquettes, comme on a dit, on va toujours dans les deux sens. Lorsque les plaquettes sont élevées, généralement c'est à partir de 500 000 qu'on parle d'une thrombocytose ou bien hyperplaquetose. Et là, il faudrait voir le bilan, votre bilan inflammatoire. Vous voyez l'effet en série. Vous faites également un frottis sanguin. Lorsque les bilans sont perturbés, l'effet est bas. Donc, on a une anémie carentielle. Ça peut expliquer également, en cas d'anémie carentielle, les plaquettes peuvent également s'élever. Lorsque la vitesse de sédimentation est élevée, il faudrait exclure un syndrome inflammatoire. Les cellules, toutes les lignées cellulaires qui sont basses. On appelle ça pancytopénie. Et dans ces cas-là, généralement, il faudrait faire le réticulocyte. Si les réticulocytes reviennent inférieurs à 150 000, donc on a dit chez nous même à 120 000, c'est passable. Il s'agit d'une pancytopénie centrale. Les myélogrammes est indiqué, et avec les myélogrammes, vous pouvez avoir toutes ces causes-là. Donc, on va voir l'état de la moelle. Elle est riche, elle est pauvre ou elle est normale. Et là, vous verrez parmi les éléments. Donc, quand la moelle est riche, c'est plus l'envahissement, c'est un syndrome myélodysplasique. Quand la moelle est pauvre, il faudrait faire la biopsie. On ne va pas faire seulement la promotion, mais on va faire également une biopsie médulaire qui va nous aider à diagnostiquer ces pathologies.
Quand elle est normale, là vous allez chercher certaines maladies comme la tuberculose des organes hématopoïétiques. C'est rare, mais ça existe, vous pouvez également exclure. Et donc certaines anomalies de globules rouges seront plus spécifiques avec le produit sanguin. Et on pourra aussi décrire certaines anomalies à travers notre produit sanguin, notamment les cellules immatures qui peuvent se retrouver au niveau périphérique. Et il faudrait noter qu'il y a quelques pièges, on en a parlé. Devant une leucocytose, rechercher les érythroblastes. Devant une thrombopénie, rechercher les agrégats plaquettaires. Devant une élévation importante de l'hémoglobine, rechercher les chylomicrons. En fait, ce sont des lipides que nous avons directement après avoir mangé, qui peuvent interférer avec les résultats. Le globule rouge, devant une élévation, fait des valeurs basses donc, de globule rouge, VGM et CCMH très élevés, il faudrait rechercher des agglutinines froides, donc il faut faire un frottis. On a dit lorsqu'il y a élévation de plaquettes, il faudrait rechercher également une microcytose, parce qu'il faudrait noter que les automates comptent les cellules en fonction des tailles. Donc les cellules passent à travers un orifice. Quand la cellule passe, en fonction de sa taille, il va émettre une impulsion électrique. Et sur base de ces éléments, l'automate peut compter. Et donc, quand vous avez beaucoup de microcytes, des globules rouges de petite taille, ils peuvent être aussi confondus aux plaquettes. Donc, c'est important de rechercher la microcytose. Enfin, nous avons un petit exercice. Si vous êtes trop fatigué, on peut passer. Vous avez un patient, une dame âgée de 44 ans qui consulte pour fièvre, qui a 58 900 de globules blancs. La formule qui a été par l'automate, elle est là. Nous avons les autres éléments, nous avons le globule blanc, le globule rouge à 2,5 millions, le plaquette à 52 000, donc l'hémoglobine à 6,2, les hématocrites à 20%, et les constants dans les normes. Le réticulocyte ont été demandés, nous avons 1,6% qui correspond à 32 080. Les frottis sanguins A peut déceler 25% de blast. Donc avec ça, nous pouvons dire que c'est un cas de, on a une hyper, de présence des blasts. Avec anémie, normocytaire, normochrome. Et donc, nous avons fini. Pour atterrir, nous disons que l'hémogramme, c'est un outil important qui permet de rechercher plusieurs anomalies quantitatives et qualitatives des cellules sanguines. Et son interprétation exige la maîtrise et la connaissance de plusieurs paramètres qu'on a évoqués ce jour. Je dis et je vous remercie. Tous. Et je crois bien aussi pour les autres, c'est pareil. Là, vraiment, nous comprenons l'importance de votre exposé qui a quand même contribué encore et ajouté un plus dans nos connaissances scientifiques. Alors, je crois bien il y a des préoccupations dans la salle, mais nous n'allons pas prendre tout le monde. Je crois bien on peut prendre juste trois personnes et puis on passe. Parce que tu nous as édifié vraiment à ce qui concerne notre vie. Moi, ma préoccupation est celle-ci. Nous, les équipes infirmières, on nous a recommandé de prélever certaines bilans aux patients. Mais tandis que ici vous nous avez dit que chaque type, il y a des recommandations pour prélever. Par exemple, il ne faut pas remplir le tube, par exemple, il ne faut pas diminuer, il faut secouer 10 fois, ainsi de suite. Mais nous ne connaissons pas ça. Mais quand nous prélevons, mais non, où en sommes-nous avec nos résultats du patient? Vous ne voyez pas que ça peut aussi perturber les résultats du patient par rapport à notre prélèvement, à l'équipe infirmière? En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le prélèvement détermine la qualité des résultats, mais il y a toujours des formations. Nous avons, je ne sais pas si les personnes qui ont assisté, j'ai fait avec l'équipe des chefs des services, on a déjà eu à faire une formation sur le prélèvement. Je pense qu'on va pouvoir le refaire. Parce qu'il faut aussi, il faudrait limiter le nombre de gens qui prélèvent. Avec le nombre de malades, ça sera un peu difficile. Quant au nombre de techniciens de l'équipe de laboratoire. Mais je pense qu'on va organiser ensemble avec vous une formation avec la majorité des infirmiers, pas seulement les chefs. On va voir comment le faire. Mais de toute façon, au cas où il y a une non-conformité, vous
vous voyez que ce sont des échantillons que nous retournons. Souvent, on vient voir l'équipe infirmière pour dire qu'il y a un souci. On va compléter. Je ne sais pas si vous arrivez déjà de voir que vous avez déjà fait des prélèvements. Quelqu'un du laboratoire revient pour faire parce que ce n'était pas dans les normes. Est-ce qu'on ne peut pas sortir des résultats lorsque le prélèvement est mal fait? Merci. C'est une remarque très bien fondée vraiment. Parce que c'est les constats que nous avons toujours eu à faire. Nous voyons apparemment c'est tout le monde qui prélève ici. Bon. À l'exception des médecins. Mais l'équipe infirmière, apparemment, c'est tout le monde qui prélève. Alors, c'est maintenant là que nous venons de l'apprendre. Il y a quand même des préalables, il y a aussi des conditions pour faire ces prélèvements. Alors, j'estime qu'on peut aussi avoir des résultats biaisés suite à quelques prélèvements de nos équipes infirmières. Alors, je profite aussi à poser une question. Est-ce que pendant que l'on fait un prélèvement et que le prélèvement n'a pas été fait dans les bonnes conditions, est-ce que le biaisage est tellement important qu'il peut perturber gravement les résultats? Ça dépend du degré. Parce que même les tubes, comme vous voyez, les tubes, il y a un degré de remplissage, mais il y a 70% d'acceptation. Donc si vous êtes dans le 70%, donc vous êtes un peu légèrement supérieur, les résultats peuvent être dans le nord. Mais ce qui est vrai, c'est que quand vous êtes en dehors de cette acceptation-là, on rejette. Vous voyez, comme le cas d'hémoglobine, vous pouvez avoir l'hémoglobine qui va même jusqu'à 11 chez les nouveau-nés, à cause de la qualité. Mais quand vous allez vous-même vous envoyer un technicien de laboratoire qui va prélever, vous pouvez venir avec des résultats. Donc, le prélèvement, docteur, j'insiste, joue un rôle très capital dans la qualité des résultats. Donc, on doit faire rapidement, avec l'équipe infirmière, faire des séances pour voir comment faire les prélèvements dans le nord. Exposé combien vraiment important. Nous avons appris beaucoup de choses docteurs par rapport à votre exposé et nous avons aussi actualisé nos connaissances. Ce n'est pas seulement l'équipe infirmière qui peut intégrer des soucis côté prélèvement, mais même nous aussi côté médical, nous avons y actualisé beaucoup de connaissances et nous avons maintenant des raisons d'assez pour motiver la demande des démocrates dans nos consultations. C'est vraiment très important. Ma préoccupation, elle est simple. Je vais demander au Dr Francis quelles sont les caractéristiques ou les situations cliniques qui pourraient faire en sorte que l'immunophénotypage soit une urgence. Urgence, c'est pour dire, mais est indiqué plus dans le cas de leucémie lymphoïde chronique. Là, vous devez typer vos cellules parce que c'est sur base de ça même que votre chimiothérapie va commencer. Donc, c'est important. Merci pour votre exposé. Ça nous a permis aussi de nous rapprocher et de nous interpeller aussi. Mais j'avais quelques préoccupations par rapport à ce que nous voyons dans les systèmes concernant l'hémogramme. Dans votre exposé, je vous ai entendu dire que c'était plus important d'interpréter par exemple le taux de neutrophile et même des réticulocytes en valeur absolue. Mais nous voyons dans les systèmes, souvent c'est écrit en termes de pourcentage. Alors deux fois ça nous désoriente. Nous nous disons, est-ce que dans ces cas, nous devons le considérer comme une agression bactérienne ou soit le prendre comme ça. Alors souvent nous soignons même par défaut. Alors je voulais demander si c'est possible de nous mettre aussi les valeurs absolues dans le système pour que nous interprétons mieux l'hémogramme, mais aussi nous en pédiatrie et même pour toute l'équipe médicale, même infirmière, si possible, de nous aider à mettre ces valeurs par âge. Par exemple, pour les globules blancs, les globules rouges et tout ça, si on peut avoir aussi les valeurs pour les enfants du genre de chez les nouveau-nés, les valeurs normales, c'est ceci et tout ça, ça nous aiderait. Parce que même, je pense à 5 cas, lorsqu'on m'avait envoyé leurs résultats, j'ai vu que là-bas c'était vraiment très bien détaillé, donc ça facilite aussi la tâche au médecin d'être un peu plus rapide pour dire que ici il y a anémie ou pas, et je ne sais pas si c'est possible qu'on puisse aussi nous arranger. Merci beaucoup, docteur. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'avec notre système, je veux voir un peu avec les ingénieurs, c'est un peu plus difficile d'insérer cas par cas. Vous verrez, il y a tout un tableau. Moi, je pense pour commencer, est-ce qu'on peut d'abord imprimer des tableaux des valeurs de référence. J'ai vu aussi même la bilirubine, il y a beaucoup de variations aussi. Vous aurez également imprimé. Juste imprimer et vous afficher d'abord dans vos box, dans vos salles et tout, en attendant qu'on puisse régler les problèmes avec les ingénieurs pour voir comment ils peuvent insérer en pédiatrie. Je pense que
Ça vous satisfait? Oui, et aussi pour la valeur absolue. Pour la valeur absolue, vous faites, c'est juste calculer. Bon, je vais voir avec mon équipe s'ils seront en mesure de commencer à tout calculer pour mettre neutrophile, autant que ça sera beaucoup de travail. Mais on va voir dans quelle mesure. Si on a, Madame Pierre, là je m'adresse vraiment à vous, si on a un secrétaire au laboratoire, un secrétaire, donc il nous aide à saisir les résultats, mais c'est mieux que ce soit un biologiste médical ou un technicien de laboratoire parce qu'il aura beaucoup de formation par rapport à tout ce qu'il est en train de faire. Ça va nous aider à avoir juste une personne qui est dans la saisie. Et là, on peut détailler devant un homogramme, on va calculer. Par exemple, si vous avez 50% de 10 000, c'est 5 000, non? C'est juste ça. On va peut-être faire un effort de... Donc, le problème qui nous fait défaut, c'est le nombre de l'équipe. Donc, nous sommes un peu limités à vous donner juste les homogrammes sur base de ça. Je sais que vous savez bien faire le calcul, mais on va faire un effort de nous amender à ces points-là. Aujourd'hui, nous avons eu ce privilège d'actualiser nos connaissances, de renforcer nos capacités par rapport à la numération de la formule sanguine. La numération de la formule sanguine, c'est l'un des paramètres très importants qui nous aide à bien poser nos diagnostics, qui nous aide à bien soigner nos malades. Et le docteur Francine, qui est notre biologiste médical en chef, nous a aidés pour l'interprétation de l'hémogramme. Donc nous avons eu beaucoup de paramètres, beaucoup de techniques, mais également beaucoup de procédures. Et nous sommes rappelés de beaucoup de choses, de certaines valeurs absolues qu'il faudrait tout à fait considérer lorsque vous voulez correctement interpréter l'hémogramme, mais aussi les conditions de prélèvement, les conditionnements même de l'échantillon. Cela aussi a été dit haut et fort et tout cela nous a aidés afin que nous puissions être à même de bien soigner nos malades. L'école de formation continue de Decimet Hospital of Kitsuka, c'est une école qui est ouverte à tout le monde. Donc le message est lancé à nos confrères partenaires des DHK, le médecin de Mboudi, le médecin de Mazal, le médecin de Machungu, le médecin de Lutendele, le médecin de Kimboala, Don Bosco Chikapa, le médecin de Pompage, le médecin de Caricresse, Cité Verte, Mimosa, Bandal, Kitambo, Pigeon, tous ces médecins, l'école de formation continue de Decimet Hospital of Kitsuka est ouverte. Donc les portes sont largement ouvertes et nous avons beaucoup de perspectives. Parmi ces perspectives, pour cette année 2024, nous allons tenir des formations en présentiel, des formations en distanciel. Et nous sommes aussi en perspective de préparer des ateliers qui prendront une semaine, également des forums et des formations depuis 4 jours. Donc je lance ce message solennel à tout le monde. Et la médecine, elle est dynamique et non statique. La médecine évolue chaque jour. Et nous devons joindre nos connaissances, nous devons actualiser nos connaissances par rapport à l'évolution de la médecine. Et j'en profite aussi de cette occasion pour remercier notre promotrice, qui est notre présidente, notre PDG, Madame Francine Mutumoya, parce que ni été ses efforts, qu'elle consent toujours à ce que la qualité des soins soit une réalité et que nous sommes donnés cette mission-là. C'est lui d'offrir des soins de qualité à toutes les couches de la population congolaise. Et grand merci à vous, Madame Francine Mutumoya, présidente déléguée directrice générale des DHK et présidente aussi de l'ONG Mapendano. Et je remercie également le médecin directeur, le général manager de Decimet Hospital DRC. Monsieur le médecin directeur, merci à vous parce que vous êtes fixé comme objectif le renforcement des capacités des personnels de Decimet. Et nous sommes régalés, nous sommes vraiment comblés parce que c'est chaque semaine où nous saisissons des opportunités afin de pouvoir actualiser nos connaissances sur certaines caractéristiques, sur certaines pathologies, sur certaines démarches, que ce soit thérapeutiques ou diagnostiques, afin de pouvoir offrir les meilleurs de nous-mêmes et garder la qualité des soins. Vraiment, nous sommes heureux d'avoir d'abord être devant notre docteur qui vient nous exposer sur l'hémogramme, l'interprétation de l'hémogramme.
Nous avons été vraiment errés sur ça. Et ça a été très bien passé. Et il nous a quand même montré l'importance de cet hémogramme que nous avons eu à comprendre aussi. Et dans l'école continue, on ne finit pas à étudier, nous sommes en train de prendre tous les jours. Alors que l'école continue nous a présenté aujourd'hui l'exposé sur l'interprétation des hémogrammes. Ça a été vraiment pertinent. Nous avons compris son importance que tout patient vraiment que nous allons soigner à l'hôpital et recevoir, on doit d'abord faire l'hémogramme. On ne peut pas être à côté de l'hémogramme. Pourquoi? Parce que l'hémogramme va nous cacher beaucoup de choses. L'hémogramme va nous montrer l'importance l'état sanitaire du patient. C'est dans l'hémogramme qu'on aura voir le pourcentage du sang du patient et tout ce qui pourrait être comme conséquence. Donc aucun traitement qui pourrait être administré sans qu'on puisse faire l'hémogramme. Et nous avons compris qu'il y a des patients aussi qui doivent passer, comme chez les femmes enceintes. On ne peut pas les soigner sans faire l'hémogramme. Les patients au bloc opératoire, on ne peut pas faire entrer quelqu'un au bloc opératoire sans qu'on puisse faire l'hémogramme complet. Il y a aussi des enfants qu'on ne peut pas passer à côté. Tous les enfants qui nous arrivent à l'hôpital, on doit faire l'hémogramme. Donc, il nous a vraiment été pertinent de prendre et de comprendre cet examen. Aujourd'hui même, quand on était encore... Nous avons dit merci et félicitations au docteur Francine qui a pris tout son temps de nous expliquer sur l'hémogramme. Bon, on nous a parlé de l'hémogramme complet. C'est un examen capital, c'est très important pour évaluer l'état de nos patients, surtout chez nous en réanimation. On nous a parlé premièrement des éléments figurés du sang. Il y a les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Et chacun de ces éléments a une valeur. Il y a les globules blancs, il y a les plaquettes, il y a les globules rouges. En fonction de valeurs, là, ça nous oriente pour poser notre diagnostic. Il nous est demandé en réa nous-mêmes de faire les prélèvements par rapport aux examens demandés. Parce que ce sont le malade en réanimation, dont les résultats en réanimation ne peuvent pas traîner. Directement, quand on demande des examens, on doit faire les prélèvements et puis déposer au laboratoire. Mais nous constatons parfois, au prélèvement là-bas, ils sont débordés, ils n'ont même pas le temps. Donc, tellement l'urgence s'impose chez nous en réa, on fait des prélèvements, mais souvent on rencontre des problèmes pour les tubes. Il y a différents tubes qu'il faut mettre les échantillons par rapport aux examens demandés. Maintenant, par rapport à la formation, ça nous a permis de faire la différence. Il y a des tubes qu'on utilise, les tubes bleus, il y a les tubes verts, il y a les tubes mauves, il y a les tubes aussi rouges. Maintenant, par rapport à la formation, ça nous a permis de faire la différence par rapport aux examens demandés. Ça va nous orienter, quand on demande un bilan, ça va nous permettre ça va nous orienter de faire les prélèvements dans différents tubes. Bon, je remercie d'abord le médecin qui a exposé aujourd'hui. On était vraiment personnellement, j'étais très contente de l'exposer. Nous avons quand même appris quelque chose sur base de comment prélever, quels sont les différents tubes à utiliser. Vraiment, c'était très bien pour moi et pour aussi nos confrères et consoeurs. Concernant maintenant les infirmiers ou infirmières, vraiment, nous avons quand même appris quels sont les différents types à utiliser, si c'est pour tel examen, par exemple hémogramme, ionogramme, quels sont les types à utiliser. Bon, pour l'instant, j'encourage quand même tout le monde à DHK, j'encourage de participer à cette formation. C'est quelque chose vraiment de bien, quelque chose qui nous apporte quand même un plus dans notre façon de travailler.